Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes bouillants Nanterre et je vous remercie beaucoup. Avant de commencer, je vais vous demander quelque chose. Je vais vous demander de témoigner du soutien, de donner de la force à toutes les personnes qui, à travers le monde, à travers la France, se mobilisent pour qu'enfin s'arrête le génocide qui a cours à Gaza. Je vous demande ce témoignage, ce soutien, je vous demande de le donner aussi pour les étudiantes et les étudiants de Sciences Po qui ont été insultés, calomniés. Je vous demande de donner tout votre soutien aux étudiantes, aux étudiants de Sciences Po qui ont été victimes d'une fake news, qui ont été accusés de l'infamie parce qu'ils se mobilisaient contre le génocide qui a cours à Gaza. Ils ont vu défiler Sylvie Retailleau, ministre de l'Enseignement supérieur, et c'est bien la première fois qu'on la voit celle-là. Ils ont vu défiler Gabriel Attal, ils ont même eu le droit à un commentaire. Attendez, ils ont même eu le droit à un commentaire du président de la République, Emmanuel Macron. Ces trois-là ont un point commun, c'est d'avoir une forme de complicité par leur inaction quant à ce qu'il se passe à Gaza. Et ils ont fait, pour les étudiantes et les étudiants de Sciences Po, la pire des insultes, la pire, celle de racisme et d'antisémitisme. Je le dis pour les étudiantes et pour les étudiants de Sciences Po, je le dis pour vous, je le dis pour nous deux qui sommes à la tribune. Si jamais une personne juive était attaquée, si une personne musulmane était attaquée, si une personne chrétienne était attaquée, si qui que ce soit était attaqué en raison de sa couleur de peau, si qui que ce soit était attaqué en raison de sa religion, nous serions les premiers à courir pour les défendre. Nous serions les premiers à courir pour les défendre. C'est valable pour les étudiantes et les étudiants de Sciences Po. C'est valable pour vous. C'est valable pour nous deux. La gauche, elle peut se regarder dans un miroir, car elle est pour l'abolition du système de classe. Elle est pour l'égalité religieuse. Elle est pour l'égalité des genres. Elle est pour l'égalité de tous les êtres humains. Nous en avons fait le combat de notre vie. Et ce n'est... Nous ne laisserons jamais dire que critiquer le gouvernement israélien, c'est critiquer les personnes juives. Pas plus que nous ne laisserons dire que les personnes juives sont engagées par la politique d'extrême droite du gouvernement israélien. Ce sont les deux faces d'une même pièce, celle d'une instrumentalisation de l'antisémitisme à des fins politiques. Le sujet de l'antisémitisme est trop grave pour être instrumentalisé politiquement. Et je remercie les 33 étudiantes et étudiants mobilisés à Sciences Po de confession juive qui ont dénoncé cette instrumentalisation politique de l'antisémitisme. Le sujet de ce qui se passe à Gaza est trop grave pour que soit fait une instrumentalisation politique. Et je m'étonne de voir ces médias relayer une telle fake news, une telle injure, alors qu'ils sont incapables de relayer les visages, les corps de ces enfants qui meurent de faim alors que règne la famine à Gaza. Plutôt que de partager des fake news, partagez ce qui se passe là-bas, montrez les horreurs, aidez-nous à faire cesser le massacre. Je vous demande de partager une exclamation, un soutien, puisque en plus les étudiantes et les étudiants de Sciences Po ont été nassés dans leur rassemblement. Il n'y a pas besoin d'être quelque journaliste que ce soit. Il n'y a pas besoin d'être de quelque religion que ce soit. Il n'y a pas besoin d'être de quelque conviction politique que ce soit pour répéter les mots que je vais dire. Tuer 30 000 civils, 12 000 enfants, organiser la famine, ce n'est pas un droit à se défendre. Cessez le massacre, cessez le génocide, cessez le feu, cessez le feu, cessez le feu. Et je m'étonne de voir
La ministre de l'Enseignement supérieur, si prompte à sortir de son ministère, on l'entend pas sur la précarité étudiante, voilà qu'on l'entend pour relayer une fake news. Mais quand a été dit sur CNews, la moitié des étudiants de Sciences Po sont des étrangers, c'est un problème. Elle était où, Madame Sylvie Retailleau, pour défendre les étudiantes et les étudiants de Sciences Po? Je m'étonne de voir Gabriel Attal prétendre défendre la laïcité, prétendre lutter contre la haine religieuse. Mais rappelez-vous, Gabriel Attal était ministre de l'Éducation nationale. Il avait raté sa rentrée scolaire. Les professeurs, il n'y en avait pas devant toutes les classes. Tout le monde n'avait pas des fournitures scolaires. Et Gabriel Attal a divisé la communauté éducative avec sa polémique honteuse sur la baya. Comment un ministre peut parler de laïcité quand il demande à des fonctionnaires de mesurer les robes des lycéennes en fonction de leur religion supposée? Comment lui peut se prétendre défenseur de la laïcité? Et je me vois choqué d'entendre le président du Sénat, Gérard Larcher, et même Macron laisser certains membres du gouvernement utiliser ce mot. Islamo-gauchisme. Mesurez le poids de l'histoire. Il y a 100 ans, ces mêmes personnages auraient peut-être utilisé les mots de judéo-bolchevisme. Voilà ce dans quoi ils essaient de nous faire rentrer. Alors, personne n'est naïf. Vous savez, quand les gens ils regardent ça à la télévision, qu'ils voient ce gouvernement d'incompétents, ils se disent mais ils ont que ça à foutre. Elle est là leur préoccupation parce que personne n'est naïf. On a à longueur de journée une partie de la classe politique, Rassemblement national et macroniste, des médias qui passent leur temps à nous parler des quartiers populaires. Pas un seul a jamais mis un pied dans un quartier populaire. Pas un seul. Gabriel Attal n'est jamais sorti de ces 2 arrondissements de Paris. Ces gens passent leur longueur de journée à polémiquer sur l'immigration, sans que jamais ne soit invitée une personne immigrée, sans que jamais ne soient invitées les associations d'aide aux personnes réfugiées. Ces personnes passent leur temps à parler d'islam, sans que jamais ne soit invitée ne serait-ce qu'une femme voilée quand ils nous lancent l'énième polémique sur le voile, mais sans qu'eux-mêmes ne fréquentent réellement de musulmanes et de musulmans. Et je vous invite à écouter Vincent Bolloré qui disait « Je ne suis pas islamophobe, j'ai eu Mohamed V dans mon jardin ». Voilà quel est le niveau de ces gens. Mais, et les gens ne sont pas bêtes. Ils savent très bien ce qui est en train de se passer parce que pendant qu'on est en train de parler de ça, il y a des choses qu'on ne vous dit pas. Par exemple, les revenus des agriculteurs ont baissé de 9%. L'alimentaire, pour vous, a augmenté de 20 à 40%. Donc les agriculteurs perdent de l'argent et vous perdez de l'argent. Mais alors où est-ce que ça va ? Les marges de l'industrie agroalimentaire ont augmenté de 71%. Le problème, c'est pas les quartiers populaires. Le problème, c'est l'industrie agroalimentaire qui se gave. Voilà où il est le problème. Ces gens... Une autre chose qu'on n'entend pas, le prix de l'électricité augmente de plus de 40% en 2 ans. Ils vous disent, mais oui, c'est à cause de la guerre en Ukraine, patati, patata. Ah oui ? Et pourtant, on a Engie qui se félicite de ses excellents résultats en 2023 et qui a bien récompensé ses actionnaires. Le problème, c'est pas l'immigration, le problème, c'est les actionnaires d'Engie qui se gavent. Et les gens savent, et je vous invite à le répéter, 5 milliardaires français possèdent autant que 27 millions de personnes dans ce pays. Le véritable séparatisme, c'est pas celui qu'ils prétendent des musulmans, c'est le séparatisme des milliardaires qui se gavent. Et tout ça est absolument spectaculaire parce que ils vous prennent de l'argent dans votre poche et ils s'en mettent plein les poches. C'est un braquage absolument spectaculaire. Alors, normalement, dans un braquage, vous êtes censé avoir toute une série de choses. La police doit intervenir, 80 à 100 milliards de fraude fiscale. On attend toujours l'intervention. Normalement, vous avez l'hélicoptère de BFM TV, les motos de CNews qui filment ce braquage spectaculaire de ces milliardaires qui vous volent votre argent. Et pourquoi est-ce que ce braquage n'est pas diffusé à la télévision ? C'est très simple. Parce que ce sont les braqueurs qui possèdent la télévision. Voilà pourquoi le braquage n'est pas diffusé. Et il est temps de parler d'un sujet qui fait beaucoup l'actualité. Vous avez vu que le groupe parlementaire La France Insoumise a lancé une commission d'enquête qui est menée brillamment par mon ami, camarade et député Aurélien Saint-Toul. On peut remercier pour cette commission d'enquête.
Il y a eu de nombreuses auditions, dont 2 auditions qui ont beaucoup fait l'actualité. Il y a eu la veille, celle de Vincent Bolloré. Alors, j'étais censé intervenir dans cette commission, j'étais membre. Il y a eu une épine, comme dirait un célèbre combattant de MMA français. Puisque le président de la commission m'a tout simplement empêché de parler. Le dernier à qui il a donné la parole, c'était Laurent Jacobelli, député Rassemblement National, qui a léché les pieds de Vincent Bolloré devant tout le monde, et nous avons tous été très choqués. Et puis, il y a eu celle de Cyril Hanouna, à laquelle je n'ai pas pu intervenir, puisqu'il a porté plainte contre moi, j'ai porté plainte contre lui. Donc, le parlementaire que je suis respecte la déontologie et je ne me présente pas à la commission d'enquête. Cependant, j'ai écouté. Et j'ai vu que Cyril Hanouna a dit certaines choses. Il a notamment dit « C'est grâce à moi, Cyril Hanouna, si Louis Boyard a été élu député. » Alors, j'ai été très surpris. Moi, je pensais que Cyril Hanouna vivait dans les beaux quartiers de Boulogne-Billancourt, pas qu'il vivait dans la 3e circonscription du Val-de-Marne. Mais je remercie Cyril Hanouna, si jamais il fait partie des 15 087 personnes, grâce à qui je suis à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Apparemment, il n'est pas de Boulogne-Billancourt. Alors, je l'ai aussi entendu dire, mais oui, mais si c'est moi, Cyril Hanouna, qui ai lancé Louis Boyard. Alors, je pensais que mon engagement politique avait commencé à mes 17 ans, quand j'avais bloqué mon lycée pendant 3 à 4 mois à cause de Valérie Pécresse, l'incompétente, qui nous laissait respirer des produits toxiques. Et on a réussi à battre Madame Pécresse. C'est comme ça que j'ai commencé mon engagement politique, mais le parallèle est intéressant de voir comment est-ce que Cyril Hanouna a lancé sa carrière, puisque, je le rappelle, c'est un fils de Bourges qui a commencé sa carrière télévisuelle en soufflant dans le cul d'un chien. Mais, admettons, disons-le, si je devais mon élection à une seule personne, c'est pas à Cyril Hanouna. Cette personne, elle est à côté de moi. Elle s'appelle Jean-Luc Mélenchon. Parce que c'est lui qui a reconstruit la gauche. C'est lui qui a fait 22% à la présidentielle. C'est grâce à lui qu'on a fait la NUPES. C'est sa tête qu'il y avait sur nos affiches. C'est lui qui a fait le programme. Et c'est valable pour moi, comme c'est valable pour Olivier Faure et Fabien Roussel. Alors, j'ajoute autre chose. Il dit que nous avons été amis. C'est gênant. Je n'ai jamais été son pote. Parce que moi, mes potes, ils n'ont pas peur de dénoncer le pillage de Bolloré en Afrique. Moi, mes potes, ils ne serrent pas la main de l'extrême droite. Moi, mes potes, ce ne sont pas des hypocrites du show business. Alors, je ne vais pas m'attarder plus sur ça, je veux juste terminer en disant une chose. Je trouve vraiment triste qu'une émission comme Touche pas à mon poste, qui fait référence à un slogan antiraciste qui s'appelle Touche pas à mon pote, soit devenue aujourd'hui la courroie de transmission du plus raciste des milliardaires français. Pour ce qui est de Cyril Hanouna, c'est un larbin et moi je m'intéresse au véritable problème, c'est-à-dire Vincent Bolloré. Et n'écoutez pas les personnes qui vous disent « Mais attendez, la France Insoumise lance une commission d'enquête sur le renouvellement de l'Arcom en 2025 » parce que oui, il y a moyen que l'Arcom, ce qui est aujourd'hui l'héritier du CSA, ne renouvelle pas les chaînes de Vincent Bolloré. Il y a un monde où c'est le cas. Mais pourquoi? Parce que les canaux de diffusion de la télévision, ils appartiennent pas aux milliardaires, ils appartiennent à l'État. Et ils doivent respecter un certain nombre de règles. Et c'est très étrange, parce que Vincent Bolloré, il dit « Moi, je suis un businessman, patati patata », mais dès lors qu'il s'agit d'aller piller le continent africain, Vincent Bolloré, c'est quelqu'un qui sait être rentable, c'est quelqu'un qui sait faire de l'argent. Mais alors, quand il s'agit des médias d'opinion français, c'est quelqu'un qui ne fait que d'investir dans des gouffres financiers. Écoutez, C8 a fait perdre 650 millions d'euros depuis 2005 à Vincent Bolloré. C'est un record, personne d'autre n'a fait ça. Non, donner 53% de temps de parole à l'extrême droite sur TPMP, comme le démontre une étude du CNRS, ça ne rapporte pas d'argent à monsieur Bolloré. CNews lui a fait perdre l'année dernière 4 millions d'euros. Et ça va continuer pour l'année qui suit parce que le budget des annonceurs va encore baisser. Ils perdent de l'argent. Non, mettre les mots islam et immigration 335 jours sur 365 sur les bandeaux de CNews, ça ne fait pas gagner de l'argent à monsieur Bolloré. Le rachat de CNews, le rachat du JDD, c'est exactement la même chose. Il a mis à la tête du JDD un type qui s'appelle Geoffroy Lejeune, qui a été condamné parce que son journal a fait une injure raciste sur ma collègue Danielle Obono. Les ventes sont en train de chuter, 10 000 exemplaires perdus en 7 mois. Il a perdu 2500 abonnés numériques. C'est un gouffre financier qui a un point commun avec C8 et CNews. Vincent Bolloré, il n'achète pas des médias pour se faire de l'argent. Vincent Bolloré, il achète des médias pour imposer une ligne anti-immigration, raciste, islamophobe, réactionnaire, homophobe, misogyne, anti-avortement.
Vincent Bolloré est un milliardaire qui a un projet politique. Et il faut réécouter la commission, mais il faut pas être bête. Vincent Bolloré est quelqu'un qui sait investir son argent et c'est quelqu'un qui connaît très bien les règles de l'Arcom. Et pour répondre aux critères de viabilité économique de l'Arcom, il nous dit non mais regardez, les audiences elles augmentent, elles augmentent, elles augmentent, elles augmentent. Ah oui? Si jamais c'était les audiences qui intéressaient Vincent Bolloré, pourquoi est-ce qu'il a tué les Guignols qui faisaient 1,8 million de téléspectateurs? Peut-être parce que c'était une émission trop contestataire? Si jamais c'était les audiences qui intéressaient Vincent Bolloré, pourquoi il a perdu le petit journal qui aujourd'hui est devenu quotidien et qui écrase toutes ses audiences? Ce n'est pas un véritable argument. Vincent Bolloré est un milliardaire qui achète des médias pour porter un projet politique. La vérité, c'est que ces émissions, elles avaient surtout comme point commun de ne pas s'inscrire dans sa vision réactionnaire. La convention de l'Arcom l'oblige non seulement à respecter ce critère économique, mais elle l'oblige aussi à respecter un critère de pluralisme. Et C8 et CNews n'arrêtent pas de multiplier les tours de passe-passe pour permettre qu'ils ne respectent pas le pluralisme. Vous vous retrouvez à avoir 53% d'extrême droite invités sur le plateau Touche pas à mon poste, et comment est-ce qu'ils font? C'est très simple. Dès lors qu'il s'agit d'inviter des personnes de gauche, ils prennent des personnes qui sont décomptées sur le compteur politique, et ensuite, dès lors qu'il s'agit d'inviter des personnes de droite, ils vous invitent des personnes comme Éric Nolot, Geoffroy Lejeune, qui sont des personnes qui sont fondamentalement d'extrême droite, mais qui ne sont pas décomptées. C'est là quelle est la manipulation. Et il va tellement loin que vous avez Ségolène Royal, qui était candidate à la présidentielle de 2007. Elle est décomptée comme Parti Socialiste. Et Monsieur De Villiers, qui était candidat en 2007 et qui est un type d'extrême droite, n'est lui pas décompté du tout. Il magouille pour essayer de faire en sorte d'inonder vos plateaux télé. D'inonder vos plateaux télé de propos anti-immigration, anti-islam, de propos qui divisent le peuple. Et on a à la fin ce résultat. François Josse, professeur émérite à la Sorbonne, qui explique que 78% des invités de CNews représentent l'extrême droite. Alors, maintenant, qu'est-ce que nous, on peut mettre en place? Parce que c'est bien le problème. Les médias n'appartiennent pas au peuple. Déjà, premièrement, je ne suis pas d'accord pour qu'il y ait un critère de rentabilité sur les médias. Les médias, c'est un objet démocratique. Vous n'avez pas de démocratie saine et fonctionnelle si vous n'avez pas des médias indépendants, des milliardaires. Alors, le jour où nous arriverons au pouvoir, nous retirerons le monopole des milliardaires sur les médias. Et à partir de ce moment-là, vous vous retrouverez peut-être à ne plus avoir l'énième débat sur le voile, mais peut-être qu'à un moment, on va parler de précarité étudiante. Parce que c'est quand même aberrant. À chaque rentrée universitaire, c'est la même chose. On a des files d'étudiantes, d'étudiants à la distribution alimentaire. D'ailleurs, il y en a toutes les semaines et tous les jours. Mais chaque début de rentrée universitaire, ils pleurent, ils pleurent, ils pleurent. Oh, c'est terrible, c'est désastreux. Ils pleurent, ils pleurent, ils pleurent. Et alors là, aujourd'hui, ils ont fait passer une proposition de loi à l'Assemblée nationale. Maintenant, si jamais vous pouvez toucher une pension alimentaire au-dessus de 18 ans, il y aura un recouvrement automatique. Et vous aviez Sarah El Haïry, votre incroyable ministre de la Jeunesse, qui arrive et qui dit « Mais quelle fierté! Le gouvernement est pleinement engagé contre la précarité étudiante. » Alors je ne veux pas jeter l'eau propre contre Sarah El Haïry, mais je vais quand même rappeler quelque chose à cette dame. Les personnes qui vous disent il faut un système de bourse. Par ailleurs, il y a seulement 40% des étudiants qui les touchent. Ils ont dit on a augmenté les bourses. Ils ont augmenté les bourses de 4% au moment où l'inflation était à 7%. Aujourd'hui, vous êtes à plus de 20%. Ne croyez pas aux personnes qui vont vous donner des chèques. Ne croyez pas aux personnes qui vont vous dire augmentation des bourses. Ne croyez surtout pas ces inutiles du Rassemblement national qui, eux, vous proposent. Si jamais vous travaillez pendant vos études, vous aurez toujours 200 à 300 euros de plus. C'est très bien, ils n'ont rien compris. Vous vivez toujours sous le seuil de pauvreté. Vous avez toujours deux catégories d'étudiants, ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas. Parce qu'on ne peut pas nous raconter que le système scolaire est méritocratique. Et par ailleurs, petite réflexion, mais le système scolaire n'a jamais été méritocratique de son histoire, ce qui nous invite à nous interroger sur les promesses que l'on nous fait à ce sujet. Comment est-ce qu'on peut dire que l'université est méritocratique dès lors que vous avez cette injustice? Vous qui avez travaillé pendant vos études, la moitié de votre temps consacré à essayer de payer votre loyer. Et ensuite, vous arrivez le jour du partiel et vous vous retrouvez à côté de cet autre étudiant qui a eu la chance d'avoir des parents qui pouvaient financer les études. Il a 2 fois plus de temps que l'étudiant précaire pour pouvoir réviser. Non, on ne peut pas parler d'égalité à ce moment-là. Et toutes les personnes qui vous promettent des bourses et des chèques sont des menteuses, des menteurs. Parce que le seul moyen qu'on a véritablement de lutter contre la vague de précarité qui touche la jeunesse aujourd'hui, c'est de passer à une solidarité sociale et nationale. La situation dans laquelle vous vous trouvez, d'autres s'y trouvaient déjà à l'époque. Les personnes âgées. Dès lors qu'elles avaient fini de travailler, qu'elles avaient le corps qui était brisé, qu'elles ne pouvaient plus retourner sur la chaîne de production, eh bien ces personnes, hop, retraite.
Sauf qu'elle dépendait de la fille, du fils pour pouvoir survivre. Sauf que la fille et le fils ne pouvaient pas forcément subvenir à leurs propres besoins. Et vous aviez une vague de misère dans le grand âge. Puis alors, les syndicats se sont organisés, ont organisé des systèmes, mais vous avez surtout un grand homme, et je vous invite à rendre hommage à ce grand homme, Ambroise Croizat, qui est arrivé et qui a mis en place le système de retraite. Qu'est-ce qu'il a dit, Ambroise Croizat? Il a dit « Ça ne sert à rien de permettre la survie du grand âge en passant par une solidarité familiale, parce que les familles ne peuvent pas subvenir à leurs propres besoins. Alors on va passer d'une solidarité familiale à une solidarité sociale et nationale. Quand vous voyez que vous avez 40% des étudiantes et des étudiants qui disent avoir des troubles dépressifs, quand vous avez 54% des étudiants qui disent sauter régulièrement un repas, qu'est-ce que vous voulez faire d'autre que de mettre en place un revenu étudiant qui nous fasse passer d'une solidarité familiale à une solidarité sociale et nationale? C'est la seule solution. C'est la seule solution pour éradiquer la précarité étudiante. Tout le reste n'est que mensonge. Et alors j'essaye à l'Assemblée nationale, j'essaye d'y aller. Encore ce matin, je les ai emmerdés et ils ont crié. Et ça me fait plaisir, ça me fait vraiment plaisir. Mais on a des verrous sur beaucoup d'autres sujets. Et notamment sur le ressenti que nous, on peut avoir par rapport à la société actuelle. Je vous ai parlé d'à quel point les institutions vous semblaient déconnectées. Je vous ai parlé de la déconnexion des médias. Je vous ai parlé d'un système qui ne permet pas à des millions de jeunes à qui on dit faites des études de pouvoir véritablement faire des études. Mais en vérité, c'est toute une institution et toute une société qui ne ressemble pas à notre génération. La Constitution de 1958 a été faite dans un moment où Internet n'existait pas. Dans un moment où on n'avait pas conscience du dérèglement climatique, dans un moment où les femmes avaient à peine le droit de véritablement participer à la vie politique et institutionnelle, dans un moment où la liberté de genre, la liberté d'orientation sexuelle n'était pas aujourd'hui libérée comme elle l'est. Et par ailleurs, je tiens à souligner quelque chose. Si jamais aujourd'hui les femmes ont droit de vote, si jamais aujourd'hui les personnes LGBT ont les libertés qu'elles ont, c'est parce qu'il y a eu des luttes de femmes, il y a eu des luttes de personnes LGBT. Et je me rappellerai toujours de ces mots au moment où Mathilde Panot et Mélanie Vogel ont constitutionnalisé l'IVG. Il a été dit, les femmes, à l'époque où elles avaient réussi à obtenir le droit d'avorter, ces femmes n'imaginaient pas que vous iriez aussi loin. Et si jamais nous sommes allés aussi loin, c'est grâce à la lutte des femmes. Il y a une reconnaissance de l'État des personnes qui ont été condamnées pour homosexualité. Nous ne serions pas allés aussi loin sans le combat des personnes LGBT. Et si je vous dis tout ça, c'est pour vous faire comprendre. Oui, il y a des verrous. Oui, il y a des verrous. Mais on a un moyen de faire péter ces verrous. C'est vous. Vous êtes la clé. C'est vous qui réussirez à obtenir. C'est vous qui réussirez à obtenir la 6ème République. C'est vous qui réussirez à obtenir la règle verte. C'est vous qui réussirez à obtenir le droit à l'IVG, pas la liberté à l'IVG. C'est vous qui réussirez à obtenir la liberté de genre dans la Constitution. C'est vous la clé. Et bien sûr, il y a un outil qui est très très efficace qui est le vote et je vous invite à l'utiliser. Je vais vous donner un chiffre. Aujourd'hui, la France Insoumise, quand vous regardez les intentions de vote pour les prochaines élections, on est à 43% de participation. Les autres sont à 53% de participation. Je sais qu'en ce moment, la politique, elle est dégoûtante. Je sais que parfois, il y a certaines personnes qui ont même plus envie de la suivre. Mais vous, déjà, si vous êtes là, c'est que vous avez envie de la suivre. Mais surtout, faites passer le message aux autres. Si tu veux te faire respecter, tu dois voter. Si tu veux pas Jordan Bardella en tête, tu dois voter. Si tu veux plus de Gérald Darmanin, tu dois voter. Si tu veux pas d'un Premier ministre comme Gabriel Attal, de la jeunesse bourgeoise pour représenter les jeunes, tu dois voter. Tu veux te faire respecter, tu votes. Mais je ne vous ferai pas de l'insulte de vous dire qu'il n'y a que par le vote que l'on change des choses. Nous sommes à Nanterre. Et mes amis, j'ai des grands souvenirs qui me font dire que quand vous avez 1400 étudiantes et étudiants rassemblés dans un amphi, ça ressemble à une assemblée générale. Il y a un air de mai 68. Je ne sais pas quand est-ce que ça va sortir, mais quand ça va sortir, ils apprendront. Ils apprendront. Tu salis les valeurs de la France, tu nettoies, tu casses le système de service public, tu répares. Tu défies la jeunesse
On t'apprend à la respecter.